Bonjour et bienvenue dans ce 59e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le 30 août 2019 et c'est une nouvelle session de DevApps qui commence. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peugnet, de Richard Clark. Comment vas-tu Christophe? Passé de bonnes vacances? Pardon, ouais, des petites, ouais. Des petites, ouais. Un peu comme tout le monde, je pense. Et de l'autre côté, nous avons Richard, comme à son habitude. Alors Richard, tu as terminé le développement du nouveau site web? C'est en cours. Je suis en pleine bataille avec Azure. Avec l'hébergement, ouais. Ouais, avec l'hébergement sous Linux de la vie. Et notre invité du jour, aujourd'hui, c'est François Boutruche, qui va nous parler de .NET Core 3. Bonjour François, comment vas-tu? Bonjour Denis, je vais très bien, je te remercie. Va bien. Peut-être avant de commencer, on va peut-être rapidement te présenter. Donc, explique peut-être à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas qui tu es en quelques minutes. Et comme ça, après, on va pouvoir entamer le sujet du jour, comme j'ai dit, sur .NET Core 3. Très bien. Moi, je suis chez Microsoft France. Je travaille dans les équipes relations développeurs. Donc, ma mission au sein de Microsoft, c'est de recréer et de faire grandir le lien entre Microsoft et les communautés de développeurs. Parce qu'on sait que depuis quelques années, on avait perdu un petit peu le contact. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de recréer ce contact avec les communautés dans tous les pays. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de la France. Créer le contact avec la communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire être présent et soutenir les conférences développeurs, donc à travers du sponsoring. Ça veut dire soutenir les meet-up. Et ça veut dire aussi un axe un petit peu particulier, soutenir les communautés internes dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont leur propre communauté technique interne, et on fait du soutien aussi à ces communautés-là, on aide ces communautés internes à grandir. Donc c'est vraiment très orienté sur le soutien des communautés développeurs et recréer ce lien. Et on essaye aujourd'hui d'être très à l'écoute de ces communautés pour récupérer du feedback et le remonter vers nos groupes produits. Et tu es dans l'aspect .NET ou .NET Core depuis pas mal de temps? Alors moi, effectivement, dans cette équipe-là, je m'intéresse beaucoup au sujet de .NET parce que je suis un développeur .NET depuis... on ne va pas le dire, ça fait très longtemps. J'ai toujours fait du .NET. Naturellement, j'ai évolué vers .NET Core et ça reste mon dada. Ok. Et effectivement, dans l'épisode 27 de février 2017, on avait déjà parlé de .NET Core, d'ASP.NET Core, comme on l'appelait à l'époque. Et 2 ans et demi plus tard maintenant, Microsoft s'apprête à sortir dans quelques jours maintenant la version 3 de manière officielle. Alors évidemment, comme c'est en open source, on a quand même beaucoup d'infos qui sont disponibles et qui sont connues depuis pas mal de temps, pas mal de mois maintenant. Mais donc, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui a évolué, où en est-on maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Ça marche. En fait, avant d'expliquer ce qui se passe maintenant, je vais redonner juste un tout petit peu de contexte, parce que je me suis rendu compte, justement en discutant avec les développeurs dans les communautés, et notamment les communautés .NET, que la raison pour laquelle on avait fait .NET Core n'était pas toujours... les raisons profondes n'étaient pas toujours très connues ou bien comprises. Donc, je voulais juste revenir rapidement là-dessus pour rappeler que en fait, .NET, ça date depuis 2002. Ça fait 17 ans. Donc 17 ans où on a ajouté des fonctionnalités progressivement à .NET Framework, qui était initialement quelque chose plutôt conçu pour le développement d'applications desktop, et sur lequel on a fait aussi du développement d'applications web, mais d'abord pensé pour le desktop, avec une vision très, très monolithique des choses. Sauf que les choses en 17 ans, elles ont pas mal évolué.
Et on est arrivé à un espèce d'empilement des couches géologiques, en fait. Hein. C'est vraiment ça, c'est une strate de .NET Framework, c'est des strates. Et à un moment, avec l'arrivée du cloud, avec l'arrivée des architectures qu'on a dites cloud native, avec l'arrivée de la conteneurisation et de ces nouvelles pratiques de développement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas aller dans cette direction-là avec .NET Framework. Et donc en 2014, c'est là où ils ont décidé de faire un reboot du système avec ASP.NET VNext. Donc c'est dès le 12 mai 2014 qu'ils ont annoncé ça. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, effectivement, il y a eu la V1, il y a eu la V2. On arrive à la V3. Et donc, j'aurais juste t'interrompre une seconde. Là, tu parles de couches géologiques. Moi, je dirais plutôt que c'est devenu un bordel sans nom. Parce qu'avec. On peut le dire comme ça. Disons que dire que c'était des couches géologiques, c'était une manière plus politiquement correcte de le dire. Oui, non, avec des dossiers, enfin avec des références dans des dossiers qui sont. Initialement, on n'avait que dans Assembly, et puis maintenant, on en a vraiment un peu de partout. Et la deuxième chose que je voulais rajouter, c'était. Tu disais que c'était assez pensé desktop, mais ce qui a fait vraiment le succès, j'allais dire, de .NET au démarrage, ça a été ASP.NET, qui a eu un franc succès et les gens se sont précipités dessus. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec .NET Core, c'est justement aussi ASP.NET VNext qui est mis en avant, quoi. Tout à fait. Ouais. Et tu vas peut-être en parler après, mais souvent, moi, ce que j'ai entendu, cette rupture aussi, c'est que au niveau de .NET, ils sont arrivés à une limite, c'est-à-dire ils voulaient garder des compatibilités, même la dernière version 4.6, 4.7, etc. Tout est compatible quasiment avec les toutes premières versions, donc ils sont obligés de se garder dans le code des fonctionnalités qui datent d'il y a 17 ans, comme tu dis, et ça devient effectivement très compliqué en termes de performance et en termes de maintenance de code, quoi. Je crois qu'il y a plus d'1 milliard de téléchargements, enfin d'installations du framework classique .NET sur les différentes machines. Bon, évidemment, elle est installée parfois de base dans Windows, donc ça simplifie les choses, mais ça fait quand même pas mal à gérer. C'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'appelle l'empilement de couches géologiques, c'est qu'il y a un moment, effectivement, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit avec la version 4.8. La version 4.8, ce sera la dernière version du .NET Framework. On va le maintenir pour des raisons de rétrocompatibilité. Ouais, c'est ça. Et à un moment, avec .NET Core, on a dit, tant pis, la rétrocompatibilité, on ne la garantit pas. Ce qui peut d'ailleurs être un inconvénient aussi, hein, parce que quand on est en entreprise, comme on dit, la rétrocompatibilité, on sait que 10 ans après, on a quasiment la certitude que ça marche. Avec .NET Core, bon, peut-être pas à 100%, peut-être à 90 ou 95%, mais mine de rien, il faut peut-être quand même revoir le code si jamais on veut migrer le framework, quoi. Alors, il y a deux choses différentes dans cet aspect-là par rapport... Est-ce que mon application développée en .NET Framework, elle va tourner encore dans 10 ans? Là, ça, c'est la réponse, je dirais, c'est oui, puisqu'il y a le long-term support de .NET Framework 4.8, puisqu'il fait partie de Windows 10, donc il y a toutes les règles de support et de support étendu qui s'appliquent dessus. Donc, est-ce que l'application, elle, de développée en .NET 4.8, elle va tourner dans 10 ans? La réponse, oui. Maintenant, la question, c'est plutôt, est-ce que mon code source développé pour .NET Framework 4.8, lui, je vais pouvoir, sans effort, le faire passer vers des versions de .NET Core plus modernes, plus récentes? La réponse est non, pas directement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, parce que ça, c'était une vraie problématique qu'on a bien entendue dans la première version de .NET Core. C'est pour ça qu'on a mis en place le .NET standard, en version 1, puis en version 2, et voire même là maintenant en version 2.1, qui sera supporté dans la 3.0 de .NET Core. Le .NET standard, c'est une spécification d'API, et du coup, c'est un runtime garanti qu'il implémente cette spécification d'API. Et du coup, en fonction de ça, on connaît je dirais le plus petit dénominateur commun entre les différentes versions du runtime. D'ailleurs, c'est souvent, quand on veut passer de .NET Framework 4.8 à .NET Core, c'est souvent, donc la prescription, c'est d'abord de regarder toutes les API qui sont compatibles avec .NET Standard 2.0 aujourd'hui, d'extraire tout ce code-là dans des librairies de classes .NET Standard, et ensuite, on porte ça sans trop d'efforts sur .NET Core.
Par contre, tout ce qui ne peut pas rentrer dans du .NET standard, effectivement, il y a de fortes chances qu'on ait besoin de le réécrire. Ouais, c'est ça. OK. Et donc sur .NET Core, dis-nous un petit peu plus où on Alors, en est ouais, maintenant. sur .NET Core, la suite, je donne rapidement une petite vue à plus que la version 3.0. Dans les années qui viennent, on en a parlé à la conférence Build là, au printemps. Aujourd'hui, on a 3 implémentations du runtime. Donc, ça, je viens juste d'en parler de .NET Standard. Donc, je vais aller directement à .NET 5. Ce qu'on a annoncé au printemps, c'est donc .NET 5 où on unifie les différents runtimes. C'est-à-dire qu'on va unifier le runtime .NET Core et le runtime Mono. Et on va garder, je dirais, le meilleur des deux. Par exemple, on va intégrer dans le runtime toutes les capacités de compilation ahead of time de Mono, la capacité de Mono à s'interfacer avec du langage Java ou Swift, par exemple, pour le développement Xamarin. Donc, toutes ces fonctionnalités-là, on va les intégrer. Et il y aura une version unifiée donc, qui sera .NET 5. Ouais, c'est ça. Les éléments aussi qu'on a annoncés pour ces sujets-là, c'est que .NET Core, alors pas la version 3.0, mais la version 3.1, on se donne un petit peu de temps. C'est-à-dire que la version 3.0, effectivement, elle va arriver en General Availability au mois de septembre, donc incessamment sous peu. Ce qu'on a annoncé, c'est que c'est la version 3.1 qui sortira en novembre, donc on se donne une version mineure pour corriger et policher les derniers problèmes. Elle passe en LTS, donc en long term support, parce que c'est un peu ce qu'on nous a reproché là, sur les 2 premières versions, c'est de dire vous ne donnez pas de visibilité sur le support. Donc ce qu'on a annoncé, c'est que la version 3.1, elle sera en long term support, et que maintenant, on ferait une long term support tous les 2 ans. Donc, le long term support, c'est une vue à 10 ans? C'est ça ce que j'avais demandé, oui. Non, c'est pas une vue à 10 ans. Moins que ça c'est une vue à long terme. Alors, ouais, non, j'ai plus le. C'est quoi le long terme pour Microsoft? C'est ça ma question plutôt. J'ai plus la date en tête, mais en gros, pour moi, la LTS, là, par exemple, de .NET Core 3.1, elle sera la version supportée jusqu'à l'arrivée de la version 6 à minima, mais ça va dépasser ça. Si, ça y est, ça me revient en tête, excusez-moi, je l'avais oublié. Si je dis pas de bêtises, et ça faudrait que je le vérifie, je suis désolé, il y aura toujours 2 versions, c'est-à-dire que quand la .NET 8 sortira, la 3.1 ne sera plus en LTS. C'est ça, ce qui représente à peu près 3 ans, c'est ce que je vois aussi sur le site. LTS, 4 ans. Ici, ils mettent à peu près 3 ans après la release initiale. Ouais. 3 ans large. Voilà, 3 ans large. C'est moins de 3 ans, hein, votre truc, là, non? Ouais, non, mais c'est les versions, quoi. C'est surtout entre chaque version, quoi. Non, parce qu'il y a une version tous les ans maintenant. Ce qu'on a annoncé aussi, c'est qu'il y aura une version tous les ans. Ouais, donc ouais, d'accord. Enfin, je trouve ça un peu léger. Enfin, pour dire un long truc, 2 ans, quoi, les 3 ans. Bon, c'est bien. Oui. Mais bon. Ouais, c'est moins qu'avant. Je suis d'accord avec toi, Chris. C'est pas terrible non plus, quoi. Moi, je pense qu'il y a surtout une chose qui est importante dans ce slide, c'est de dire, c'est de toute façon, à terme, c'est .NET Core qui sera la version supportée par Microsoft. Et donc, tous les développements doivent maintenant être imaginés et aller vers .NET Core, quoi. Je suis d'accord, mais un temps de développement, c'est facilement 2 ans. Oui. Application à 0, tu commences en .NET 3.1, imaginons. Le temps que tu finisses, ils sont déjà arrivés au 6, ça te dit putain, je viens de faire mon projet en 3.1. Bon, entre deux, je présume que tu as compilé 400 millions de fois, bon, et que tu arrives au .NET 6. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, après, ce qui me paraît logique, on aura tout effacé à partir de 2020 et on ne parlera plus que du .NET without core, quoi. Tout à fait. Ah oui. Et le mot core, disons que ça sera la finalité 18 ans après, quoi. C'est ça. En gros, .NET 5, c'est la finalité du reboot. D'accord. Ça va enfin être clair, tout ça. Oui. Il n'y en aura plus qu'un. Effectivement. C'est vrai que pour le moment, à .NET 5, .NET, c'est compliqué, quoi.
Ouais, .NET 5, ce ne sera pas .NET Framework. On est ça. clairement d'accord là-dessus. Comme dirait Christophe Lambert, il en restera plus qu'un. C'est ça. Voilà. Après, C'est sur un vieux les film aussi. rythmes de développement et de release, je pense que ce qui pose problème, c'est qu'on n'a pas habitué les gens à ça. Mais quand on regarde sur toutes les autres stacks de développement, que ce soit Java, que ce soit Node.js, et même les LTS de Linux, quand on regarde, on est tout à fait cohérent avec ce qui se fait sur le reste du marché. Ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que je reviens sur ce que dit Christophe. Microsoft ne nous habituait pas à ça nécessairement jusqu'à présent, je veux dire, par rapport aux applications qui existaient. Je veux dire, les frameworks qui sont là, ils étaient là pendant, comme on dit, 15-20 ans et ça marchait, quoi. Mais on prend de l'Angular, Richard le sait très bien aussi, tous les 6 mois, il y a une nouvelle version qui sort et si on ne fait pas les migrations et les mises à jour régulièrement, bah, on est paumé, quoi. Ouais, mais là, Microsoft, il est quand même meilleur sur ce côté-là qu'Angular. Mais après, François, c'est pas parce qu'on est cohérent avec le reste du marché, c'est pas parce qu'ils font de la merde qu'on doit faire de la merde, ou inversement. Non, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que dire ouais, mais les autres font pareil, ben, c'est pas une excuse pour moi. Mais je pense que Microsoft est quand même bien meilleur à ce niveau-là. Alors, je comprends ton point. Après, la réalité là-dedans, c'est aussi, alors là, je ne vais pas parler en tant que Microsoft, mais plutôt en tant que connaisseur de l'écosystème Microsoft. Donc, je dirais que là, les propos qui viennent par la suite n'engagent pas mon Microsoft. C'est n'engage pas ton boulot. Tu ne seras pas viré pour ce propos-là. Comment dire, c'est le fait d'être très bon à gérer la rétrocompatibilité, c'est ce qui fait que pendant un petit moment, en fait, on n'innovait plus. Parce qu'on a passé énormément de temps, à faire de la maintenance et à s'assurer que quand on fait le changement d'une ligne de code, il y a les applications qui tournent depuis 17 ans qui fonctionnent toujours. Et donc, du coup, prendre ce genre de décision pour nous, c'est se donner la capacité de passer moins de temps à faire de la maintenance de code existant et plus de temps à faire de l'innovation. Ouais, mais c'est normal. C'est ce que je disais ailleurs. Au bout d'un moment, il y a tellement de monde qui utilise le truc que c'est une obligation pour vous. C'est même pas une réflexion à dire tiens, est-ce qu'on va arrêter la rétrocompatibilité? C'est limite d'utilité publique de le faire. Ça serait. Maintenant, il y a une chose aussi, c'est il n'y aura pas des breaking change, à mon avis, à chaque fois. Il n'y a pas une garantie exacte que tout fonctionnera, mais moi, quand je vois une migration de framework, de .NET Core 1 à .NET Core 2, il y a quelques méthodes éventuellement qui sont adaptées ou quelques frameworks qu'il faut mettre à jour, mais il ne faut pas tout redévelopper non plus. Si on fait ça régulièrement, a priori, puis on va pas se mettre, ça nous donne du boulot. Si on se met d'un point de vue développeur, là où je suis complètement d'accord avec vous, ça veut dire qu'il faut qu'on change aussi nos méthodes de travail. C'est-à-dire que là où on installait un framework et on se posait plus de questions en tant que développeur, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a tout passé j'ai installé un SDK sur mon PC à je prends des packages sur NuGet. Je dois en permanence vérifier que mes packages sont la dernière version. Mais parce qu'en fait, il y a plein de bonnes raisons aussi là-dedans. C'est-à-dire que, notamment en termes de sécurité, parce qu'on oublie plein de sujets dans ce qu'on disait là. C'est-à-dire que il faut updater les packages parce que il y a des problèmes de sécurité dans les packages, ce qu'on ne faisait pas bien avant. Ça veut dire que j'ai tellement vu moi de versions de .NET Framework obsolètes sur des Windows Server avec des trous de sécurité connus depuis des années et des gens qui se posent même pas la question, ni les développeurs ni les exploitants, qu'aujourd'hui ça devient une contrainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans nos outils de build, nos systèmes de build, on a des contrôles qui peuvent vérifier est-ce que tu as bien la dernière version de tes packages, est-ce que dans ton package il n'y a pas un trou de sécurité connu parce qu'ils sont répertoriés et ils vérifient ça par des bases d'index. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des enjeux au-delà de la stabilité du système et le fait que c'est supporté longtemps ou pas qui font que, en termes de sécurité ou autre, on a besoin aussi dans nos pratiques de développement d'évoluer.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une manière différente de développer et de travailler, mais on va peut-être avancer aussi, parce que sinon on va faire pendant 3 on avait ans dit qu'on faisait 20 minutes sur l'intro, donc on est tous Désolé. ouais. C'est pas de la faute de François, c'est nous. Parlons concrètement de ce qui arrive du coup sur .NET Core 3.0. Donc j'ai résumé ça en deux slides. Il y a pas mal de petites nouveautés dans .NET Core 3.0. Le fait déjà que par défaut, quand vous compilez, vous aurez un exécutable, alors qui est dépendant du framework, mais vous aurez un exécutable. C'est-à-dire que si vous êtes sous Windows ou sous Linux et que vous faites .NET Build et que vous êtes par exemple sur donc une application console, avant vous aviez besoin de faire .NET Run pour que ça s'exécute. Aujourd'hui, par défaut, il vous compilera l'exécutable. Alors si vous êtes sous Linux, ce sera l'exécutable sous Linux, et si vous voulez lui faire compiler l'exécutable pour Windows, il faudra lui dire explicitement compile celui pour Windows, et vice-versa, si vous êtes sous Windows, il vous compilera par défaut l'exécutable pour Windows, et si vous voulez compiler celui pour Linux, il faudra lui dire explicitement. Donc ça, c'est des petites choses pour améliorer le process de dev. Il y a aussi la notion de single file executable, c'est-à-dire de pouvoir dire, tu mets tout dans un seul exécutable. C'est-à-dire que mon exécutable, je le prends avec moi, je le déploie sur une machine et ça s'exécute. C'est pas ce qu'on appelle le portable? Je me trompe peut-être. Non, c'est pas le portable, parce que finalement ton exécutable, il emmène même les morceaux de runtime dont il a besoin avec lui. C'est ça que j'allais demander. Tu parles de déploiement, c'est un copier-coller, quoi. Ah, tu fais un copier-coller. Voilà, c'est pas un déploiement, c'est un copier-coller. Oui, quand je dis déploiement, c'est tu fais un copier-coller, il n'y a pas de .NET Core runtime installé sur la machine, ça va quand même marcher. Oui, en fait, non, ce que je voulais dire, c'est que oui, mais c'est quand même comme un portable, quoi. T'as pas de framework. Enfin, il englobe le framework. C'est aussi une des nouveautés du .NET Core. Si je me trompe, la framework, on peut, elle est dans le package. Dans l'exé, mais c'est ça. Dans l'exé, en fait. On peut le mettre dans l'exé, c'est ça, hein, cette option single file. On peut le mettre dans l'exé, ça, c'est cette option-là, ouais. C'est ça, ouais, d'accord. Donc tu vas avoir un exé et si tu utilises des NuGet package et tout ça, il va le mettre tout ensemble. Non, c'est juste le contenu de ton application et du .NET, je veux dire. Ouais, tout ce qui est nécessaire à faire toutes les DLL et du runtime et de ton application et des packages dont dépend ton application qui sont embarqués dans l'exécutable. Et quel est l'intérêt? Ça, justement, c'est sur une vision très orientée, justement, microservices et outillage. Quand tu es dans le cloud et que tu sais pas, ou surtout tu veux pas sur tes images de base installer des versions de runtime ou autre, eh bien en fait, tu sais que ton exécutable, il est autosuffisant et tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il y a déjà sur la machine. Pareil, même pour une application Windows, alors là, je prends sur une application desktop. Avant, quand on faisait une application, les gens la téléchargent, on la lance. Ah bah non, tu n'as pas installé la version 4.6 du framework .NET. Mais la plupart des gens, ils ne savent pas ce que c'est que le framework .NET. Monsieur et madame tout le monde, ils ne savent pas ce que c'est que le framework .NET. Alors que là, c'est un exécutable qui de toute façon fait que ça fonctionne. Monsieur et madame tout le monde, ils n'ont pas besoin de savoir s'ils ont le runtime .NET installé sur leur machine ou pas. Justement, c'est très bien quand c'est comme ça, mais imaginons qu'il y a une on peut pas mettre à jour du coup le framework parce qu'il est avec ton application. Donc c'est à toi à recompiler si tu veux. Enfin, tu es maître de la mise à jour du framework à ce moment-là. Tu dépends plus d'une mise à jour système. C'est bien, c'est pas bien. J'arrive pas à voir les plus et les moins. Alors le plus, c'est celui que je viens de dire, c'est voilà, on donne l'exécutable, ça fonctionne. Les moins, c'est qu'effectivement, tu te rajoutes cette problématique-là. Donc ça veut dire que quand il y a une version du runtime, par exemple, qui va corriger une faille de sécurité, il faut que tu republies rapidement ton application. D'accord, c'est ça, ouais. Ok. Ouais, mais c'est vrai que moi, je prends le cas dans la boîte où je suis. On a des équipes .NET d'un côté, des équipes Java. Leur dire, tiens, je t'ai fait un petit tools, même en ligne de commande, mais tu dois installer le framework pour pouvoir l'utiliser. Ils attrapent des boutons parce que c'est .NET, parce que c'est Microsoft et que c'est pas du Java, quoi. Donc là, leur dire, tiens, voilà un exécutable, tu l'exécutes et puis basta. À mon avis, et inversement, tu leur dis rien? Inversement, je leur dis. Ah non, je continue à leur dire dans l'autre sens aussi. Il n'y a pas de raison. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein.
Et honnêtement, sur ce sujet-là, je pense qu'on s'est un peu inspiré la communauté .NET Core s'est un peu inspirée de ce qui se fait sur .Go. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles Go, pas .Go, .Go c'est la conférence, que le langage Go a pris aussi vite. C'est-à-dire que c'est la promesse du langage Go, c'est je fais mon application en Go, je la compile et c'est un exé qui est autosuffisant. Et avec le 3e point, ça va m'intéresser encore plus. Donc je te laisse le dire, mais c'est surtout oui, ça donc, aussi. effectivement, maintenant, avec l'IL Linker qui va arriver, c'est qu'il va analyser les dépendances. C'est-à-dire qu'on a installé on a installé le runtime, mais il va regarder ton code source, qu'est-ce qu'il utilise vraiment comme package. Par exemple, parce que là, quand on va, par défaut, si on fait l'exécutable, il met tout le runtime. Et ça commence à faire gros, hein, ça fait un exécutable de 70 mégas globalement par défaut. Et donc si on utilise donc l'IL Linker, il va analyser les dépendances et il va dire, par exemple, system.xml, tu ne l'utilises pas, donc ça ne sert à rien que je te mette ce package-là, tu ne l'utilises pas, donc on va l'enlever, et ainsi de suite. Et il va regarder vraiment uniquement les packages dans le runtime que vous utilisez pour réduire la taille de l'exécutable. Alors par contre, il faut faire attention à ça, c'est que si vous utilisez massivement de la réflexion, donc de la découverte au runtime des dépendances ou ce genre de choses, comme il va faire ça par analyse de code, il ne saura pas quelles sont vos dépendances réelles et donc il risque de casser votre code. J'imagine que cette option-là, elle est mise par défaut quand même, non? Non, pas pour l'instant. Parce qu'après, l'analyse du code, il peut le savoir qu'il y a de la réflexion, non, il ne peut pas? Il faudrait qu'il analyse les chaînes de caractères. Il peut voir que tu fais de la réflexion, mais il ne peut pas savoir ce que tu en fais, quoi. Ouais. Dans des chaînes de caractères dedans, si tu les construis dynamiquement, ça devient compliqué de savoir où tu veux aller chercher des données. C'est exactement ça. Parce que là, si les chaînes de caractères, c'est vraiment. On sait que tu as acheté une bombe nucléaire, mais on ne sait pas si tu vas l'utiliser ou pas, quoi. La réflexion, la réduction de l'app, elle doit être considérable. Sur certains exemples, là aujourd'hui tu descends de 70 pour un Hello World, tu passes de 70 mégas à moins de 14 mégas. C'est considérable. Et leur objectif, justement, donc ce matin je regardais une vidéo de Scott Hunter, qui est le directeur du programme management de .NET. Leur objectif à terme, c'est d'arriver à être capable de faire des exécutables de 3-4 mégas grand maximum. Putain. Donc, ça, il pousse vraiment dans cette direction-là. C'est un sujet de réflexion sur le long terme. On en avait parlé, on avait eu un podcast aussi sur Blazor, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait parlé de ça, c'était énoncé effectivement à l'époque, parce que c'est un des problèmes, évidemment, si on parle de Blazor, donc du web, si c'est arrivé à mettre du contenu .NET côté client, il ne faut pas se trimballer 60 mégas à faire transiter sur le réseau à chaque fois. Tout à fait. Et ça pose des problèmes aussi, parce que .NET Core s'exécute sur tout un tas de machines, et aussi sur de l'IoT, et sur des objets connectés qui n'ont pas beaucoup de mémoire, pas beaucoup de storage ou autre, c'est pareil, ça prend trop de place. Ouais. Mais Xamarin faisait déjà ça aussi au niveau compilation, non? Il me semblait que le compilateur Xamarin avait cette option de pouvoir réduire justement et de... Oui, mais c'est pour ça que de toute façon, il y a une notion de convergence entre Mono, parce que c'est pas vraiment Xamarin. Enfin, Xamarin est basé sur Mono, donc il y a une notion de convergence entre le runtime Mono et le runtime .NET Core. Ouais. Ok. Suivant. Donc dans les petites nouveautés aussi, il y a la compilation par niveau. Ça peut paraître un peu, Qu'est-ce que c'est que ça, bizarre, mais la compilation par niveau, là je suis pas un expert de la compilation de just in time, mais de ce que j'en ai compris, c'est par défaut on fait de la compilation just in time, donc on compile à la volée pendant l'exécution le code IL pour le mettre en code machine. Et là, en fait, on va aller plus loin, c'est de se dire, il y a peut-être des morceaux de code qu'on va pré-compiler, mais pas complètement, ou qu'on va compiler plus fortement. Donc, c'est-à-dire que ça permet, pour permettre soit de choisir, je veux une empreinte mémoire très faible, au coût peut-être d'une exécution, un temps de compilation plus long, et par contre
en stack machine et en CPU, peut-être ça va me coûter plus cher. Ou je veux bien plus d'empreintes sur ma mémoire et du coup de m'exécuter plus vite. Donc c'est un trade-off entre les deux. J'avoue que je le maîtrise pas encore très bien celui-là, mais on est vraiment sur des sujets là pour des gens qui vont vouloir maîtriser la compilation de leur code aux petits oignons pour pouvoir choisir est-ce que je vais me déployer sur des devices qui ont du CPU et peu de mémoire vive et finalement refaire un peu de compilation derrière à la volée. Bah, le CPU il est bon donc il va être capable de le faire. Ou je vais être sur des devices qui vont avoir de la mémoire vive mais des CPU très faibles. Et il vaut mieux que je compile très fortement déjà le code et que je le précompile très fortement pour que le CPU ne soit pas trop pénalisé par la compilation just in time. Ouais, apparemment c'est même une option à devoir activer si on veut le mettre au C'est en niveau de opt-in, .NET Core. effectivement. C'est ça. Et je me demande si c'est pas ça qu'utilisait déjà Visual Studio notamment pour quand on compile le code, ne pas devoir tout recompiler à chaque fois, mais d'aller plus rapidement à la compilation, qu'on fait juste une modification d'une commande quoi, sur du code existant et qu'il y a un dossier obj. Dans le dossier obj, je me demande si c'est pas les résultats de ces sortes de pré-compilations qui sont établis. Mais bon, je m'avance un peu là-dessus. Non, il y a des choses là-dessus. Et ça va de pair avec la notion de ready to run images, où là encore, les ready to run images, alors là par contre, c'est avec une plus forte empreinte mémoire, c'est-à-dire que dans l'exécutable, il va y avoir à la fois le binary intermediate language, donc, qui nécessite encore une compilation de just in time et le binaire précompilé. Précompilé pour la machine. Pour la machine. Donc là, c'est carrément, on choisit l'architecture. Ça, c'est pas mal. Donc, si je résume, si je reprends ça, parce que ceux qui ont fait des développements ASP.NET maintenant le savent, à mon avis tous, chaque fois qu'on démarre, du moins à chaque fois qu'on fait la première connexion à l'application, on a quelques secondes parce que toute le compilation temps réel doit se mettre en route et on n'a pas le site accessible en live, quoi. Ça va permettre de résoudre, je suppose, ce genre de point. Oui. Ouais, ça c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est très bien. Ça résout. Alors, pourquoi on fait ce genre de choses aussi? Ça résout d'autres problématiques. Donc pour les gens qui sont familiers des architectures serverless, par exemple, et de Azure Function, l'idée c'est que quand on va lancer l'exécution d'une Azure Function dans le cloud Azure, elle va s'exécuter sur une instance. Ouais. Mais on ne sait pas laquelle. Et le coût justement du startup, il est élevé dans des langages comme ça, parce que en fait, on n'est pas garanti que la fonction, si elle s'exécute 2 fois de suite, elle s'exécute 2 fois sur la même machine, et donc que la deuxième fois, elle aura bénéficié de la compilation just-in-time de la première exécution. Ouais, et puis c'est le but des Azure Function aussi, c'est qu'après un certain temps, il détruit carrément la machine virtuelle en quelque sorte de la mémoire. Donc forcément, il perd un petit peu tout ça. Donc si à chaque fois, il a besoin de 10 minutes pour pouvoir recompiler tout son bazar, ça va faire un peu beaucoup. C'est vrai que là, on se demande pourquoi ça n'existe pas depuis le début, d'ailleurs, au niveau de .NET Core ou de .NET, ce genre de choses. À mon avis, ça doit pas être simple à mettre en place. Moi, je vois que ça. C'est pas simple à mettre en place. Et puis, c'est quand même des besoins qui viennent, qui viennent d'apparaître quand même assez récemment. Parce que, soyons honnêtes, une application web, on ne l'arrête pas toutes les 30 secondes. Donc, quand on lançait un site web dans 2IS, ok, le premier startup, il était un peu cher, mais après, le site web, il est lancé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc c'était pas grave. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une problématique plutôt microservice, quoi. Il y a, dans le web, notamment pour Angular, j'ai vu qu'il y avait un projet dernièrement là par Google où là c'est du prédictif, où on peut lier à une intelligence artificielle. Enfin, là pour eux c'est par défaut il y a liaison avec Google Analytics et ça permet de précompiler les zones dans lesquelles les utilisateurs vont le plus. Ah oui. Donc, au lieu de le faire, c'est un peu la tendance actuelle, c'est d'essayer d'optimiser. Enfin, on essaye d'optimiser aux petits oignons un petit peu de partout, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas idiot. Ça reviendra. Point suivant.
Local Tools. Non, il y a. Ouais. C'est pas Local Tools? Si. Oui, le Local Tools. Les Local Tools, ça va être la capacité. On avait déjà les Global Tools depuis la version 2.0.2.1. Ouais, peut-être et expliquer là, ce que c'est. oui, Qu'est-ce que c'est les tools au niveau .NET? Effectivement, les Global Tools et les Local Tools, c'est la capacité d'installer des commandes supplémentaires ou qu'on peut soit passer sous forme de commandes, soit les appeler directement en ligne de commande, des commandes supplémentaires à la ligne de commande .NET. Par exemple, un Global Tools qui existe, c'est .NET Serve. Donc, ce Global Tools-là, il est mis à disposition sur NuGet. Donc, quand on tape la commande .NET install, .NET Tools install .NET Serve, eh bien, ça va télécharger ce package-là de NuGet et ça va rendre la commande .NET Serve disponible sur la machine du développeur, globalement. C'est l'équivalent d'un npm install dans le monde Java. Tout à fait, c'est l'équivalent d'un npm install. Et là, maintenant, on va avoir avec la version 3.0 la notion de local tools où on va pouvoir rendre ça dépendant du projet, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne veut pas l'installer en global tools, mais plutôt, si on a plusieurs projets sur sa machine, dire bah, ça, c'est un tool que je veux pour ce projet-là, dans ce dossier-là. Et du coup, ça permettra aussi d'avoir des notions de restore, parce que ça pourrait être commité dans le contrôle de code source. Et donc, quand les autres développeurs récupèrent le projet, bah, comme les dépendances NuGet, en fait, ils récupéreront automatiquement les outils nécessaires au projet. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est pratique parce que c'est vrai que pour tout ce qui est déploiement continu, nous, on utilise ça beaucoup. Et ils sont d'ailleurs, je pense, en train de revoir tout le module de recherche au niveau de NuGet. Parce que vraiment, quand on recherche NuGet, on recherche des packages et on n'a pas cette distinction entre est-ce que c'est un package de bibliothèque ou un package d'outils, de tools. Donc, ils vont pouvoir faire cette distinction-là. Et ça sera plus simple pour les retrouver. Mais quand on retrouve maintenant des outils intéressants, quand on fait du déploiement continu, tu fais une première tâche au départ qui est un .NET Tools install. Ça t'installe le package, enfin l'outil dont tu as besoin, et puis tu l'utilises sans aucun problème sur les restes des commandes, quoi. Donc pour faire du déploiement, pour faire des copies, modification de fichiers ou tout ce qu'on veut. Donc ça c'est bien. Voilà. Donc là typiquement c'est vraiment des bonnes pratiques dont on s'inspire des autres stacks de développement. Ouais. Petite aussi peut-être nouveauté, c'est le Major Version Roll Forward. C'est la capacité de paramétrer son application pour dire par défaut tu prends la version majeure disponible et quels sont les critères de sélection. Donc, la version majeure de ton application ou de .NET non, du runtime disponible sur la machine. De .NET Core, ok. De .NET Core. Ah oui. Donc on pourra cibler par rapport, ça répond en partie à une des problématiques dont on parlait tout à l'heure d'évolution des versions. Tu pourras dire je veux avoir uniquement l'utilisation de telle version, quoi. Voilà. Ok. Ça, et tout ça sur des paramètres. Oui, je dis on a des paramètres. Je pense que le plus simple, ça sera de mettre le lien vers l'article chez la documentation chez MS. On mettra un ou plusieurs liens qui vont donner tous ces paramètres. On ne va pas commencer à les citer. Je ne pense pas que ce soit utile. Non. Il y a encore pas mal de nouveautés. Alors ça c'est pas mal finalement de compilation outillage. Après, il y a encore d'autres nouveautés. Il y a forcément le support de C# 8 qui arrive avec la version 3. Donc pas mal de nouveautés. Dont le nullable. Les références nullable, moi j'attends ça avec impatience. Ouais, Empêcher mes développeurs de mettre des variables égales nul. C'est pour faire ton wawa auprès des développeurs. Là. Ah ouais. C'est à chaque fois qu'ils vont faire. Maintenant, je suis obligé d'aller à la main. Là, ils vont le revoir directement, quoi. Ça va être plus cool. Et j'avais vu une stat là-dessus, j'ai plus le chiffre en tête, mais le nombre de bugs dans des applications C# qui sont dus à ces problèmes de non-vérification des références nulles, c'est plus de 50% des bugs qui viennent de ça. Ouais, des object not set, c'est vrai. C'est ce qu'on voit aussi à chaque fois. Quand il y a un problème, comme tu dis, une fois sur deux, c'est object not set. Quelqu'un a oublié d'assigner l'objet et de mettre la variable. Donc ça, j'attends avec impatience. Enfin, il y a d'autres choses dans le C# 8, mais en tout cas, principalement ce point-là. Il y aura donc dans les petites choses aussi, il y aura le support de .NET Standard 2.1, mais en opt-in. C'est-à-dire que ce ne sera pas par défaut. Il faudra explicitement, quand on crée un projet, dire moi, je supporte le standard 2.1. Il y a quelques API en plus par rapport au 2.0. Il y a des raisons, tu sais pourquoi ils ne mettent pas ça par défaut, ce genre d'option comme le précédent. Bon, à la limite, je comprends, mais pourquoi pas passer dans la dernière version du standard?
Parce qu'en fait, ils veulent justement, là c'est sur des problématiques de compatibilité, parce que 2.1 ne sera pas supporté par exemple par 4.8. Ah oui, ok. Par .NET Framework 4.8. Ok. Donc si tu veux garantir que ton code il est compatible .NET Core et .NET Framework. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, non, je comprends. Il y aura comme nouveauté les async streams. Donc ça va permettre de faire des for each sur des collections finalement qui sont asynchrones, donc des for each asynchrones. Où on va faire un for each sur une collection qui est modifiée dynamiquement. Et ça, on ne savait pas faire ça jusqu'à présent? On pouvait le faire, mais c'était très compliqué. Alors que là, on peut se dire, j'ai un async stream, je vais itérer dessus, mais en fait, mon for each, il va attendre que des objets soient ajoutés dans la collection. Et du coup, il y a le mot-clé yield qui permet, à l'inverse, d'aller... Le mot-clé comment? Yield. D'accord. Alors, je le prononce peut-être pas très bien, c'est le Y-I-E-L-D. Ouais. Qui permet, à l'inverse, de créer une collection, justement, d'aller alimenter une collection, un async stream. Donc ça c'est pour notamment supporter des scénarios de traitement de flux de données en temps réel. Donc, ça c'est vraiment encore là encore, finalement, pour des usages très traitement de données temps réel, très liés au cloud par exemple. Dans les nouveautés aussi, il y a alors ça fait débat. Il y a des gens qui disent oui, mais pourquoi vous avez redéveloppé le support de JSON dans .NET Core? Il y avait déjà JSON qui faisait ça, Newtonsoft JSON qui faisait ça très bien. Alors oui, il faisait ça très bien, sauf que Newton se base sur une représentation de chaîne de caractères. Là, la représentation donc sous le capot, c'est des spans de bytes, donc d'octets. Donc en fait, ils l'ont réécrit pour être très très optimisé et très très performant. Donc c'est plus performant que Newtonsoft JSON. Oui, et puis c'est le même développeur aussi. Hein. D'ailleurs, c'est son nom, James Newton King. Et il a été téléchargé, je vois le Newtonsoft, à plus de 271 millions de téléchargements. Et donc voilà. Donc à mon avis, il y a quand même une expérience à l'utilisation, quoi. Je ne sais pas en pourcentage le nombre de projets qui utilisent JSON, mais ça doit être considérable, donc forcément. Oui, c'est considérable. Mais là, du coup, ils l'ont réécrit pour des questions de performance. Par contre, aujourd'hui, pour l'instant, un truc que fait super bien sa librairie, c'est la sérialisation d'objets C#. Ça, la version réécrite ne le fait pas encore. Oui, c'est ça. Elle ne va pas tout refaire non plus, je pense. Hein. Newtonsoft, d'ailleurs, on peut toujours le réactiver parce que le développement que Microsoft a remis ici en standard, qui est d'ailleurs dans System Text JSON, je pense, de mémoire, il va refaire une partie, mais pas l'entièreté, pour des questions de performance, justement. Sinon, on se retrouve exactement avec les mêmes problèmes, avec les mêmes inconvénients au départ de Newtonsoft, qui a grossi et qui fait beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Ouais, non, ça c'est bien. Ouais, après, bien évidemment, les deux derniers points, c'est les grosses nouveautés. C'est ce qui a fait un peu le buzz quand on l'a annoncé, c'est le support de WinForm et de WPF en .NET Core 3.0. Ouais. Ça fait Windows. Ça a fait beaucoup de buzz quand on l'a annoncé. Ça rejoint des choses qu'on a déjà évoquées précédemment. Tout de suite, je vais dire des choses ce que ça ne sera pas. Et après, l'avenir pourra changer les choses. Pour l'instant, et aujourd'hui officiellement, ça c'est ce que répond Microsoft, c'est il n'y a pas de volonté de porter WinForm et WPF sous Linux ou sous Mac OS X. Aucune volonté. Et donc d'ailleurs, ça a un peu grincé des dents dans la communauté .NET Core quand on a annoncé qu'on allait les porter sous WinForm et WPF, parce qu'ils nous ont dit, bah non,
On avait dit que .NET Core, c'était quelque chose de cross-platform, et là, vous venez nous rajouter 2 gros morceaux qui ne seront pas cross-platform par construction. Donc le sujet, c'est que ce sera jamais, en tout cas, aujourd'hui, le statement, ce sera jamais porté sous Linux ou Mac OS X, en tout cas pas par Microsoft. Nous, on ne va pas investir d'efforts là-dessus, parce que trop de travail pour faire ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de gens dans la communauté qui regardent quand même ce sujet-là, qui se disent tiens, est-ce qu'on pourrait pas. Il y a déjà eu des tentatives comme Avalon par exemple pour XAML sur Mono. Donc il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Et ben WinForm, il y a aussi un projet Mono qui permet de faire ça. C'est de ça que tu parles peut-être? Non, Avalon c'était plutôt pour WPF. WPF, ok. Mais oui, donc il y a des gens dans la communauté qui s'intéressent. Les points d'attention aujourd'hui, quand on va faire du WinForm en .NET Core 3.0 ou du WPF en .NET Core 3.0, les petites choses pratiques. Les designers ne sont pas prêts dans Visual Studio 2019, donc il n'y a pas de designer. Souvent, les gens ils adoraient WinForm ou WPF parce qu'il y avait le designer. Donc du coup, ce qui veut dire que le workaround, c'est d'avoir dans sa solution 2 projets. Le projet en .NET Core et un projet en WinForm dans lequel on ajoute les fichiers en mode as-link. Et du coup, là, on peut ouvrir le designer. Mais c'est qu'un workaround et il pourrait devenir... Comment ? Gros bidouillage. Ouais, gros bidouillage. C'est le workaround pour le moment. Et puis, il pourrait ne plus fonctionner à terme parce que... donc, WPF et WinForm en open source sont des forks de WinForm et de WPF. Donc, la communauté potentiellement va continuer à faire évoluer WinForm et WPF en version open source. Et on ne garantit pas qu'à terme, la version .NET Core de WinForm et WPF soit plus compatible avec... qu'il n'y ait pas des briques qui soient plus compatibles avec la version .NET Framework. Ce qui veut dire que là-dessus, c'est que à un moment, si on fait le choix de se dire je porte mon application WinForm en .NET Core, il ne faut pas se dire je vais marcher sur 2 jambes, ou en tout cas, il ne faut pas se le dire trop longtemps, et je vais avoir une version en .NET Core et une version en .NET Framework, parce que potentiellement, il y a un moment, il y aura des fonctionnalités qui seront rajoutées dans WinForm par la communauté dans la version .NET Core, qui ne seront pas disponibles dans la version .NET Framework. Mais alors, quelle est la volonté? Pourquoi Microsoft sort WinForm et WPF en .NET Core? Si à terme, je veux dire, il n'y aura peut-être pas nécessairement de compatibilité avec le .NET 4.8, c'est quoi? C'est pour se débarrasser en quelque sorte de .NET classique et donc dans .NET Core 5, dans .NET 5 d'avoir un seul framework qui contient ces 2 éléments-là aussi? Alors, pas aussi rapidement que ce que tu dis. Et là encore, là, pour le coup, ça va être ma vision des choses et mon interprétation de la direction Microsoft, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais je pense qu'effectivement, c'est pour se donner une trajectoire où un jour, la dépendance à .NET Framework, tu vois, l'horizon des 10 ans, parce qu'il y a cette fameuse supportabilité de Microsoft, mais qu'à l'horizon d'une dizaine d'années, on puisse dire on ne supporte plus les applications WPF et WinForm sur le .NET Framework. Oui, c'est ça. Mais on ne parle pas là d'un horizon à 1 an ou 2, c'est-à-dire qu'on parle d'un horizon à 10 ans. Ouais, ok. Mais pas dans d'objectif, de toute façon, certainement pas dans l'immédiat, de porter ça sur des plateformes Linux, en tout cas officiellement par Microsoft. Pas officiellement, non, pas du tout. C'est bien que, non, pas officiellement, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je sais que dernièrement, ils ont publié un sondage où ils demandaient aux développeurs, et notamment aux développeurs .NET, comment ils voyaient l'avenir du développement d'applications pour desktop. Est-ce qu'ils voyaient ça cross-platform? Est-ce qu'ils voyaient ça à travers les PWA? Est-ce qu'ils voyaient ça à travers encore XAML ou WinForm? Ou est-ce que les développeurs voyaient l'avenir du développement d'applications desktop? Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Et le résultat a été? On n'a pas encore les résultats du sondage. Ils n'ont pas communiqué sur les résultats du sondage. Aujourd'hui,
Quand on regarde ce qu'on fait nous, on investit beaucoup dans les progressive web apps et le support des progressive web apps. Donc les progressive web apps, hein, c'est ces applications finalement web qui reprennent, basées sur tous les derniers standards HTML5, CSS, JavaScript, ont un service worker qui tourne dans le navigateur, utilisent le local storage et peuvent du coup fonctionner complètement en mode offline. Et donc dire que Windows 10 supporte les progressive web apps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand je suis sur un site web, donc finalement le site est une progressive web app, je peux faire installer la progressive web app. Je me retrouve avec la progressive web app dans mon menu démarrer ou sur mon bureau. Et je ne sais plus trop si je suis dans le navigateur ou si je suis dans une application native finalement. D'ailleurs, la prochaine application DevApps sera une progressive web apps. Ouais. Dès que j'aurai réussi, bon, bref. Ouais. Et Twitter d'ailleurs a ça aussi. Hein. Ils sont sortis aussi. Enfin, ils ont toujours les deux, mais c'est vrai que la tendance est plutôt d'aller vers des progressive web apps. C'est plus simple au niveau suivi maintenant. C'est un site web, quoi, en gros. Et puis la nouvelle version de Edge supporte bien. Moi, mon point de vue en tant que développeur, et d'ailleurs j'ai répondu à ce sondage-là, c'est que on s'est battu pendant des années pour essayer d'avoir un framework d'UI cross-platform. Donc il y a eu Qt, il y a eu d'autres choses qui fonctionnent sur tout. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, tout simplement, le framework d'UI cross-platform qui est supporté partout, c'est HTML5, JavaScript, CSS. Alors, modulo le respect des standards par les différents navigateurs, mais la réalité, c'est que c'est ça, le framework d'UI cross-platform. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. Malheureusement pour JavaScript, mais ça, c'est mon avis personnel aussi. Mais bon. C'est ce que WebAssembly, mais tu vois, typiquement, c'est ce que WebAssembly va permettre de changer un petit peu dans le futur. C'est-à-dire qu'il y a déjà d'autres langages, finalement. Nous, il y a le projet Blazor, qui permet de faire tourner du C# dans le navigateur à travers WebAssembly. Mais il y a Rust, par exemple, le langage Rust qui compile en WebAssembly. Il y a tout un tas d'autres langages maintenant qui se sont lancés dans le fait d'être capable de compiler pour WebAssembly, donc qui pourront s'exécuter dans le navigateur. Oui, on avait fait un podcast sur Uno, c'est exactement ça aussi. C'est sur base du XAML, du C# générer des WebAssembly. Ouais. C'est vrai que moi, j'espère, enfin j'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'espère et j'attends énormément des WebAssembly pour pouvoir justement aller plus loin que cette limitation, ce que j'estime la limitation au niveau du JavaScript, quoi. Ouais. Mais bon. Ok. So, next. Et donc le dernier point, c'est les composants COM. Alors, ça peut paraître bizarre, mais j'avoue que mais je pense que c'est principalement notamment pour le support de WinForm et WPF qu'ils ont fait ça. Mais donc, parce que je suis pas sûr qu'il y avait une grosse demande mis à part ça. Donc on pourra compiler des composants COM en .NET Core. Ah oui. Ah oui, donc, qui pourront être appelés par d'autres composants COM. C'est ça. Donc, c'est pas directement appelé des composants COM. Ça, on peut peut-être déjà le faire, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais si, c'est vraiment compilé en .NET Core pour que ce soit utilisable dans des anciennes applications, entre guillemets, qui utilisent du COM. Voilà. Que ça soit super puissant qu'ils puissent faire ça, en fait. Oui, ça, c'est bien. Parce que ça répond aussi à des problématiques de compatibilité dont on parlait. Ouais. Mais c'est vrai que les demandes sont de moins en moins. Je pense que la porte est quand même assez intéressante. Ah oui. Oui, ça, c'est bien. Je pense pas qu'il y avait en fait, bizarrement, je pense pas qu'il y avait je pense pas qu'il y avait une demande pour ça. Par contre, je pense que le fait qu'il l'ait fait, ça ouvre une porte assez importante. Oui, parce que justement, même si la demande n'est pas là, moi je vais en entreprise, au départ, tu te dis, bon, non, j'en ai pas besoin. Et puis, pendant le cours du projet, pouf, on vient avec une fonctionnalité ou un ancien module, et puis, on est bloqué. Donc, c'est vrai que ça ouvre la porte. En tout cas, ça te donne directement, dès le départ, une ouverture en disant, au cas où, j'en ai besoin et c'est là, quoi. Même si c'est pas toujours dès le départ. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je lisais l'article où il parlait de ça. Et ils expliquaient que c'était le dernier maillon pour être à feature parity avec .NET Framework. Ah oui. Oui, à propos de feature, je ne sais pas où ça en est, on n'en a pas parlé, on n'en parle plus beaucoup, mais moi j'ai des demandes comme ça. Tout ce qui est service web. Pour le moment, on parle des web API dans tous les nouveaux développements, mais les fameux fichiers SVC qu'on retrouvait avant dans .NET, ils n'existent plus à ma connaissance dans .NET Core, si? Non, ils n'existent plus. Et il n'y a pas de solution?
Parce que c'est ce qu'on utilisait. Bon, là, c'est des aspects WinForm, WPF, c'est oui, graphique, mais lire des services web, avant que JSON soit là, il n'y avait que ça, quoi. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. En fait, aujourd'hui, tu peux toujours créer un client pour consommer ces services-là. Mais il faut le faire à la main. Voilà, il faut le faire à la main, et puis on te permettra pas d'en créer des nouveaux. Donc ça, c'est vrai. Et c'est vrai que ça me fait penser qu'il y a une nouveauté dont on n'a pas parlé, là que j'ai pas mis dans le slide, moi que je trouve très très importante avec l'arrivée de .NET Core 3.0, c'est le support du protocole gRPC. Ouais. Donc gRPC pour Google Remote Procedure Call. Donc même s'il y a Google dans le nom, c'est un protocole open source qui aujourd'hui basé sur une implémentation contract first, c'est-à-dire qu'on définit un fichier dans lequel on décrit son service. Ça vous rappellera des choses pour ceux qui ont fait du WCF. WSDF. En mode contract first. Et du coup, on s'échange ce fichier protobuf d'un langage à l'autre. Et en fait, chaque langage, aujourd'hui, il y a beaucoup de langages qui supportent ce protocole-là et qui, du coup, sont capables de générer soit le serveur, soit le client de ce service. Et donc là, on a annoncé le support de gRPC dans .NET Core 3.0. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un protocole binaire. Donc c'est de la communication binaire qui passe sur le réseau. Donc très optimisé, notamment pour tout ce qui est microservices. Ah oui. Ah, je ne connaissais pas du tout. Intéressant à creuser. Donc ça, c'est un point important. gRPC, ok. Ouais, je me suis amusé avec. T'as déjà joué avec aussi? J'ai déjà joué avec, ouais. Ah bon. Oui. Et donc il y a ça, et ça va aussi avec justement les worker services qui arrivent en .NET Core 3.0. Les worker services qui vont nous permettre finalement de compiler des services Windows ou systemd pour Linux, ou tout simplement de lancer une application console en mode j'ai un petit démon qui tourne et qui se relance régulièrement. Donc ça, c'est la réintégration de la notion de service Windows au départ, mais ils l'ont étendu. Du coup, là, ils l'ont vraiment fait cross-platform pour être compatible avec aussi systemd, qui est l'équivalent d'un Windows Service sous Linux. Ok, c'est bien tout ça. Donc ça... Il y avait d'autres choses que tu voulais présenter? On arrive à peu près au bout des nouveautés de .NET Core. Eh ben non, là, on a fait le tour des nouveautés, en fait. Hein. Et il y en a déjà pas mal, en fait. Oui, il y en a déjà pas mal. Non, c'est bien. C'est pour ça que je suppose que c'est pas un .NET 2, je sais plus combien, 3, 4, mais c'est un .NET 3, donc il y a vraiment une version majeure, et donc ça, c'est intéressant, ça. Et ça, elle sort, je pense, c'est dans quoi? C'est fin septembre, c'est ça? Alors, normalement, la JA est au mois de septembre, plutôt fin septembre, effectivement, et au mois de novembre, ils sortent la version 3.1, déjà. qui sera la long-term support. Ouais, c'est ça. Donc c'est juste se laisser le temps entre la 3.0 et la 3.1, c'est juste se laisser le temps de stabiliser les choses. Je suppose qu'il n'y aura pas de nouveautés majeures. Non, ce sera que de la correction et du polish. Ouais, c'est ça. Ok. Ben voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres points ou d'autres questions que Christophe ou Richard vous aviez à demander ou à discuter. Non, moi je trouve ça super. J'allais dire, pour moi, ça clarifie vraiment les choses sur le futur, quoi. Donc, ouais, non, c'est bien. Maintenant, on sait que tout nouveau projet, c'est du .NET Core. Oui. Et oui, à propos, j'ai déjà vu que ça m'a étonné d'ailleurs. Je crois qu'on est en preview 8, je me rappelle bien maintenant au niveau de .NET Core. 8. Oui, 8. Preview 8. Et elle est go live. Et elle est go live, c'est ça, ouais. Microsoft a signalé qu'on pouvait l'utiliser en production, ouais. Tout à fait. Elle est go live. Alors la preview 7 était go live aussi. Ah ouais. En fait, à partir de la 7, ils ont dit on arrête de toucher aux features, on ne fait plus que de la correction et pareil du polish. Donc les gens, mais alors le chemin pour être en go live et donc ça veut dire que on fait du support dessus. En preview 7, pour rester go live, il fallait passer en preview 8 et du coup le go live, ça garantit que dès qu'on va sortir la version General Availability, il n'y aura pas de breaking changes et ça peut partir en production. Ouais, c'est ça.
Ah, c'est bien. Au moins, comme ça, on peut déjà commencer à prendre les devants maintenant. Il ne reste plus que 3 semaines si on veut prendre les devants, mais par rapport à la version officielle. Mais on a travaillé aussi. Bon, il y a beaucoup de gens de la communauté. On a des clients je dirais early adopters qui travaillent dessus depuis le début. Donc, on a pris beaucoup de feedback. Donc, il y a des gens qui seront assez rapidement sur cette version-là, quoi. Et il y a une chose aussi qui est super intéressante, super agréable, c'est qu'on peut installer par exemple la version preview de Visual Studio 2019 qui intègre .NET Core 3 et on peut l'avoir en parallèle avec la version 2019 normale. Tout ça c'est super stable, c'est super agréable, quoi. Ouais. Ça, c'était dû au gros travail qu'il y avait eu sur Visual Studio 2017. Que beaucoup de gens à l'époque avaient dit tiens, il n'y a pas beaucoup de nouvelles features dans Visual Studio 2017, parce qu'en fait ils avaient fait un gros travail de réarchitecture sous le capot, notamment pour couper toutes les dépendances à la registrie ou ce genre de choses, pour pouvoir à terme installer des Visual Studio en côte à côte. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que j'utilise aussi, comme tu dis Richard, ça marche bien. Je fais du Blazor d'un côté, je fais du .NET pour le boulot de l'autre côté. Et ça marche nickel. Je fais du WPF. Moi. Tu fais du WPF, toi? C'est bien aussi. Ouais, non, c'est bien. Ok, messieurs, je crois qu'on arrive à peu près au bout de cet épisode. S'il n'y a pas d'autres remarques à nous soumettre, peut-être François, avant de terminer, est-ce que tu peux juste nous signaler comment faire pour te contacter? Si quelqu'un dit je voudrais avoir plus d'infos, ou il fait quoi? Il te contacte par Twitter, par email? Ça se passe comment? Mon contact Twitter est très simple, et sinon mon email c'est bouter, BOUTER @microsoft.com. Donc les gens peuvent me contacter. Le plus simple, c'est de me contacter sur Twitter. Je suis facilement découvrable sur Twitter. Et ton compte Twitter, c'est quoi? Bouteruche. BOUTERUCHE. Ça va, on mettra tout ça de toute façon aussi dans la vidéo et dans les notes de l'émission. Parfait. Juste avant de nous quitter, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir. Je le dis à chaque fois, mais venez nous soutenir soit sur tipeee.com/devaps. C'est ce qu'ont déjà fait d'ailleurs plusieurs personnes, dont Frédéric, Adrien, Michael, qui nous soutiennent depuis quelques semaines maintenant. Ou bien simplement un petit commentaire en bas de la page du podcast ou de la vidéo YouTube. Ça nous fait de toute façon toujours très plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, messieurs. Dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Et passez de bon travail dans les technologies .NET. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir.